merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. On est vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de cette table ronde qui porte sur une thématique qui nous semble de très grande actualité et qui nous est véritablement chère, sur laquelle nous travaillons depuis quelque temps. Et nous pensons que nous allons travailler encore pour les mois et les années qui viennent. Donc des problématiques qui nous semblent tout à fait chaudes, d'actualité, intéressantes, parfois même conflictuelles. Donc je m'appelle Maria Gravari-Barbas, je suis professeure de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et on a co-organisé cette table ronde avec Sébastien Jacot, ici présent, également géographe, également à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous avons avec nous plusieurs intervenants qui vont nous parler évidemment de la même thématique, mais je dirais en adoptant des angles qui sont différents. Nous avons tout d'abord à ma gauche Benoît Pauvreau, qui est donc le directeur des archives départementales de Seine-Saint-Denis, pardon, le conservateur. Bon, Benoît, tu vas présenter les choses beaucoup mieux que moi. Donc, archives départementales de Seine-Saint-Denis et qui va qui travaille véritablement sur le patrimoine que nous souhaitons analyser aujourd'hui et qui effectivement connaît aujourd'hui des mutations qui nous semblent tout à fait importantes. Benoît Pauvreau a suivi ces mutations depuis maintenant plusieurs années, donc il y aura la possibilité non seulement de nous en parler, mais également de donner tout cela dans une approche véritablement dynamique dans le temps. Et ceci nous semble vraiment très intéressant. À côté de lui, Charlotte Saint-Jean, donc ville d'arrêt d'histoire de Pleine Commune, et Charlotte donc porte ces dossiers de ville d'arrêt d'histoire. Et évidemment, toutes les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui sont tout à fait dans son périmètre de travail et d'études. À ma gauche, Emmanuel Bélanger, Université Paris 1 et juste à côté Myriel Coin, Université du Maine, qui viennent nous parler d'une initiative qui est vraiment extrêmement intéressante, qui est rare aujourd'hui et qui est rare non seulement à l'échelle de la métropole parisienne, mais qui est rare, je pense, de façon plus générale à l'échelle des métropoles européennes et peut-être au-delà. Donc à Mulhope, un musée qui voit les jours au cours des derniers mois et qui évidemment interroge également le patrimoine qui nous intéresse aujourd'hui d'un point de vue qui nous semble tout à fait important à souligner. Et finalement donc Anne-Marie Autissier, Université Paris 1, qui va nous parler, je dis pardon, excusez-moi, c'est par des formations professionnelles. Donc Université Paris 8, qui va nous parler d'une très belle initiative également, donc Périphérie, qui est un projet de candidature de capitale européenne de la culture pour Saint-Denis et plus généralement Pleine Commune, et qui est donc une initiative qui nous semble vraiment exemplaire, hein, puisque l'idée c'est de porter non seulement les territoires en question, en fait, au titre de la capitale culturelle européenne, mais de façon plus générale, de plaider pour l'importance de décentrer le regard depuis les villes qui, jusqu'à maintenant, ont eu ces titres très prestigieux vers les territoires de banlieue. Donc, des vraies interrogations. Je pense que l'articulation entre les différents intervenants me semble extrêmement intéressante. Nous espérons qu'il y aura des débats entre vous. Nous espérons que vous n'êtes pas totalement d'accord entre vous, parce que si vous êtes totalement d'accord, ça va pas être totalement, enfin bref, il faut que ça se frotte un peu. Donc, on espère que vous parlerez entre vous et on espère qu'on va garder un peu de temps à la fin de cette table ronde pour qu'il y ait un échange avec la salle, d'autant plus que la salle ici présente a bravé une grève qui sans doute vous a compliqué un peu la vie pour venir jusqu'ici. Donc, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, très rapidement pour donc introduire cette problématique qui est la nôtre aujourd'hui. En fait, on est parti de la conjonction des deux phénomènes qui voient le jour de façon parallèle sur les territoires métropolitains. D'une part, le fait est que le patrimoine des périphéries urbaines, et quand on parle de ce patrimoine des périphéries urbaines, je me vois obligée de définir à la fois le patrimoine et les périphéries. Donc, quand on parle de ces patrimoines des périphéries urbaines, nous parlons de patrimoine qui peut être de genres totalement différents,
mais qui a donc comme caractéristique commune sa périphéralité. Mais on peut imaginer de quel patrimoine nous parlons. Nous parlons essentiellement d'un patrimoine qui relève de cette industrialisation qui a très souvent vu le jour dans ces périphéries urbaines. On parle des logements sociaux, on parle des logements populaires, on parle d'infrastructures de transport, on parle des cités-jardins, on parle même des noyaux villageois qui préexistaient dans ces périphéries et qui ont été incorporés dans la métropole. Et quand on parle des périphéries, évidemment, c'est une question de regard. Ce n'est pas une essentialisation du fait que ces territoires sont périphériques, c'est une question de regard. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de prendre en compte également. Il ne s'agit pas de porter une étiquette de périphérie de facto, il s'agit de comprendre comment finalement ces territoires ont été périphéralisés pour plusieurs raisons et également donc pour la constitution de leur patrimoine. Donc voilà, la question qui nous intéresse, c'est de comprendre donc ce patrimoine des périphéries urbaines, de prendre en compte le fait que ce patrimoine aujourd'hui intéresse beaucoup, et tout un ensemble d'acteurs qui sont divers et différents. Intéresse énormément les acteurs locaux qui effectivement sur ce patrimoine peuvent construire des choses, peuvent monter des initiatives, intéresse beaucoup les populations locales pour lesquelles ce patrimoine signifie des choses donc revêtu de plusieurs significations qui peuvent être sociales, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être économiques, et donc intéresse aussi également les secteurs privés qui parfois y voient plusieurs opportunités de développement ou de redéveloppement. Donc un intérêt qui est clair, qui est observé et dont on peut témoigner en analysant plusieurs processus qui voient le jour actuellement dans ces territoires. De l'autre côté, les besoins aussi de construction de nouvelles infrastructures dans ces périphéries urbaines. Nous les voyons dans le cadre de la métropole parisienne, mais dans notre approche et dans les projets que nous portons actuellement, qui sont plutôt comparatifs, on l'a vu aussi dans plusieurs autres villes européennes. Quelque part, ces territoires métropolitains sont aujourd'hui considérés des territoires d'opportunité et sont parfois utilisés en tant que tels. Donc, il y a une certaine facilité pour les utiliser, pour faire vivre cette métropole qui très souvent ne peut plus vivre sur son propre centre urbain. Donc, on a l'impression parfois que ces territoires métropolitains, ou plutôt ces périphéries urbaines, sont un peu un territoire d'ajustement de tout un ensemble d'initiatives qui ne peuvent pas éventuellement trouver les jours ailleurs et qui se constituent dans ces périphéries. Donc, on voit qu'il y a dans la conjonction des deux, la reconnaissance du patrimoine et aussi effectivement le fait qu'il est aujourd'hui plus important que dans le passé de développer des initiatives dans ces périphéries urbaines. Donc, dans la conjonction des deux, il y a évidemment beaucoup d'opportunités. Et donc, ça, c'est tout à fait important et intéressant à souligner aujourd'hui, mais également énormément des risques pour ce patrimoine. Et nous sommes partis aussi d'un constat qui consiste à dire qu'aujourd'hui, ce patrimoine est très souvent détruit. Il est très souvent détruit de façon qui peut paraître assez gratuite. Et je parle ici également de façon plus générale de ce qu'on voit dans plusieurs métropoles européennes sur lesquelles nous avons eu à travailler. Donc, il est très souvent détruit ou il est très souvent, je dirais, maintenu à titre un peu anecdotique. Il est parfois très sympa de garder le portail ou la cheminée d'une usine alors qu'on a bousillé tout le reste. Donc, ce sont des choses comme ça qui nous interpellent, qui nous étonnent. Et évidemment, ce sont des choses qu'on aimerait pouvoir discuter avec vous. En même temps, il ne faut pas rester que avec les images négatives. Il y a aussi des très belles opérations qui se font justement dans ces périphéries urbaines, justement parce qu'il y a l'opportunité, justement parce qu'il y a l'espace, parce qu'il y a la créativité, parce qu'elles sont portées par des collectifs qui sont tout à fait engagés et enthousiastes. Et c'est très important effectivement de parler de la place et du rôle que peuvent jouer les populations locales et les milieux associatifs dans toutes ces initiatives. Donc voilà un peu, pour dire les choses très très rapidement et très simplement, ce qui nous a intéressés. Avant de passer donc aux questions que nous allons adresser à nos collègues, aux participants de cette table ronde, je passe le micro à Sébastien qui va situer cette initiative dans le contexte de Dynamite.
Merci beaucoup. Alors, dans le contexte du GT Patrimoine également, hein, puisque la proposition de cette table ronde croise des questionnements du GT Patrimoine, évidemment, hein, voilà, en allant aussi au-delà. Donc, quelques mots sur ce GT Patrimoine sur la circulation, comme il est relativement récent dans le cadre du LABEX Dynamite, donc coordonné par Linda Boucris, Didier Nativelle et moi-même, donc avec plusieurs axes, je vais être très court, hein, rassurez-vous. Un travail épistémologique sur la notion de patrimoine, le patrimoine et ses bords. Voilà, on questionne hein, les questions, la dimension immatérielle du patrimoine, l'infrapatrimoine, sans postuler que le patrimoine est partout, mais justement en se demandant voilà, pourquoi cette nécessité de passer souvent par le prisme patrimonial plutôt que ou au détriment d'un questionnement en termes de mémoire, de durabilité, d'héritage, etc. Le second enjeu, hein, c'est de sortir d'une approche fixiste du patrimoine pour en étudier les formes de circulation, donc à l'aune de ces dimensions postcoloniales, des flux de visiteurs, dynamique de restitution, etc. Et puis enfin, d'étudier son croisement avec les productions de savoir et pouvoir, bref, hein, de l'étudier aussi à l'aune de logique de domination. Et puis je vous rappelle, mais vous l'avez vu sur le programme, que cette table ronde sera suivie d'une marche urbaine organisée par Linda Boucris, qui est dans la salle, et l'artiste plasticien Jean-François Beauclé, donc qui partira d'ici sur l'histoire croisée du végétal et du colonial. Puis pour conclure hein, sur cela, donc l'enjeu hein, aujourd'hui est bien de donner la parole à des acteurs de la patrimonialisation qui interviennent sur des territoires proches de ce campus, représentant donc un Plaine Commune, la Seine-Saint-Denis, d'autres institutions qui offrent depuis des années, parfois plus, hein, au cœur, en parallèle, à l'avant-garde de politiques, d'initiatives et qui voilà, mobilisent différents modes d'action. Bon, pour nous, l'enjeu est aussi de comprendre hein, ce qui fait patrimoine, de quelle façon ça fait patrimoine différemment sur ces territoires, quels acteurs les portent, si cela constitue des alternatives à des façons de faire patrimoine, voire même à des formes alternatives de métropolisation. Je vous passe la parole, Maria, pour les premières questions. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer avec Benoît et Charlotte dans l'ordre que vous voulez. Et comme vous le souhaitez, la question qu'on aimerait tout d'abord vous demander, c'est comment ce patrimoine est-il protégé aujourd'hui? Est-il protégé tout d'abord? Est-il protégé de façon efficace? Quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre? Est-ce que ces dispositifs ont des particularités du fait d'être, enfin, du fait de parler d'un patrimoine qui est quand même spécifique? Et on aimerait aussi enchaîner sur une question qui concerne davantage les consensus et surtout les dissensus dont il fait l'objet donc sur les territoires hein, sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'on doit lancer le diaporama? Oui, très bien. Alors le principe un peu en termes de patrimoine, hein, de protection, de signalement, qui se met progressivement en place au cours du 19e siècle d'abord, mais actuellement on a avant tout la loi de 1913 sur les monuments historiques. Le département de la Seine-Saint-Denis en a à peu près 77. Vous avez également le dispositif de la loi de 1930 qui protège les sites naturels, pittoresques et paysagers notamment. Et puis plus récemment, d'autres dispositifs s'y sont ajoutés, intégrant à ce dispositif très étatique progressivement les collectivités locales. Donc on a, à partir des réformes de décentralisation de 82-83, ce qu'on appelle de façon un peu barbare les ZPPAUP, zones de protection patrimoniale du paysage, de l'architecture et de l'urbain, mais j'ai dû confondre l'ordre, excusez-moi, qui aujourd'hui, depuis 2016, s'est transformé en site patrimonial remarquable. Vous avez ensuite donc ça c'est vraiment un dispositif qui est négocié entre l'État, ministère de la Culture et les collectivités, en l'occurrence souvent la municipalité. Mais le paysage des collectivités locales s'est lui-même complexifié au fil du temps. Pour compléter le label patrimoine du XXe siècle, qui est un signalement porté également par le ministère de la Culture, mais avec à la base une recommandation du Conseil de l'Europe de 92, si je ne dis pas de bêtises. Ce label patrimoine du XXe siècle, lui aussi, a été modifié par la loi de 2016 et devient le label architecture contemporaine remarquable.
Toujours donc un signalement, mais cette fois avec un périmètre précis d'identification d'un patrimoine. Et puis, dans la même période, le label, c'est la toute fin du XXe siècle, pardon, les protections au titre du plan local d'urbanisme interviennent à partir de 2001 avec l'intégration donc d'un volet patrimonial dans les plans locaux d'urbanisme qui depuis se sont élargis à l'échelle des établissements publics territoriaux. Alors la date précise, je l'ai plus trop en tête, mais désormais donc on a un plan local d'urbanisme intercommunal et une identification du patrimoine à l'échelle des collectivités dans ce cadre. Et puis toute dernière typologie d'intervention sur le patrimoine, c'est le label porté par la région, le Conseil régional d'Île-de-France, le patrimoine d'intérêt régional, qui est également un signalement plus qu'une protection, mais qui ouvre droit à des financements pour des restaurations. Donc voilà à peu près l'ensemble du panel des dispositifs avec lesquels collectivités territoriales, État jouent au mieux pour identifier, protéger, signaler le patrimoine national, mais plus précisément des périphéries urbaines en particulier pour aujourd'hui. Du coup, Benoît a été très complet, mais je peux vous donner une illustration, un exemple, donc à l'échelle du territoire de Plaine Commune. Peut-être pour faire très vite, je rappelle ce qu'est Plaine Commune, puisque je ne sais pas si vous connaissez tous donc ce territoire qui est aujourd'hui un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. C'est le T6 sur la carte. C'est tout petit, mais normalement on le voit à peu près. Et du coup, il est en Seine-Saint-Denis. Il se compose de 9 villes, donc il fait à peu près 50 km², ce qui fait 50% de la surface de Paris. Et c'est vrai que c'est un territoire dense, avec plus de 440 000 habitants, plus de 47 000 étudiants et 4 500 chercheurs, dont vous faites aussi partie, avec effectivement l'arrivée du campus Condorcet ici sur le territoire à Aubervilliers. Et c'est vrai que sur Plaine Commune, on a un patrimoine riche, divers, qui est à la fois bâti, mais également immatériel. Mais ça, je pense que je laisserai aussi Anne-Marie en parler. Et sur le patrimoine bâti, c'est vrai que on a récupéré la compétence donc des plans locaux d'urbanisme qui auparavant étaient portés par les villes, donc par nos 9 villes. Chaque ville avait un PLU. Et désormais, donc c'est depuis 2016 que la compétence est revenue aux intercommunalités et que Plaine Commune s'est saisie aussi de la question de créer un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. La question du patrimoine, elle n'était pas forcément prise en compte à l'origine dans ce travail sur le PLUI. C'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que il y avait eu un cahier des charges pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour trouver un prestataire pour travailler sur le PLUI, mais dans le cahier des charges, le patrimoine n'apparaissait pas. Donc c'est quand même assez étonnant puisque effectivement c'était devenu aussi normalement un axe des PLU et des PLUI. Donc il a fallu travailler très rapidement directement au sein de Plaine Commune avec les services pour élaborer un règlement patrimoine qui reprenait le patrimoine qui était identifié dans nos 9 villes, mais de manière totalement disparate. Pour vous donner un exemple, on avait à Saint-Denis un volet patrimonial de PLU extrêmement riche, avec des fiches d'identification par bâti, qui aussi historiquement était le résultat d'un travail intense mené par le département, et je pense que Benoît s'en souvient. Et en opposition à ça, on n'avait rien pour la ville de Stein. Voilà, 0 patrimoine identifié à Stein, comme si c'était un no man's land patrimonial, alors qu'en fait, on sait qu'à Stein, on a quand même, par exemple, une cité jardin, pour ne citer qu'un patrimoine important.
Donc voilà, il a fallu retravailler sur ces sujets, aller identifier de nouveaux sites. Et aujourd'hui, on a un document qui a plein de contradictions, mais qui existe, avec plus de 1065 fiches qui identifient sur nos 9 villes voilà, le patrimoine protégé, enfin protégé en tout cas, je dirais valorisé et effectivement protégé au titre de motifs culturels, artistiques, architecturaux, historiques. Voilà pour peut-être compléter. Si on peut prolonger ce que vous venez de dire, moi j'aimerais bien quand même savoir pourquoi le patrimoine n'avait pas fait partie en fait du plus. Est-ce que ça relève de des caractéristiques de ce patrimoine? Est-ce que ce patrimoine en particulier ne pouvait pas faire partie? Est-ce que c'était une négligence? Est-ce que c'était tout simplement une volonté de ne pas prendre en compte des qualités patrimoniales qui pourraient poser problème à des projets à développer par la suite? Et comment peut-on expliquer effectivement le fait que dans certaines communes, aucun élément patrimonial n'était pas reconnu? C'est un peu le fait d'une reproduction à l'échelle locale d'une schizophrénie étatique, c'est-à-dire qu'on a une politique urbaine d'un côté, une politique culturelle de l'autre. Et en général, elles ne se parlent pas, voire elles se méprisent ouvertement. Donc ça facilite de fait assez peu les choses, hein. Ça c'est un constat qu'on peut faire et qui effectivement malheureusement peut descendre à l'échelle locale et se reproduire. C'est vrai que sur Plaine Commune, voir que d'une part les 9 communes ont obtenu la labellisation Ville et Pays d'art et d'histoire par les services du ministère de la Culture et qu'en même temps le volet patrimonial ne soit pas prévu au plan local d'urbanisme, c'est un réel problème, mais le ministère de la Culture a une forte responsabilité aussi, puisque l'articulation entre les politiques patrimoniales étatiques, les différentes protections, signalements que j'ai évoqués, avec le volet local que constitue le plan local d'urbanisme, c'est là le ministère de la Culture qui est le plus défaillant. Donc c'est vraiment une difficulté. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on a effectivement une spécificité du patrimoine de banlieue populaire avec une difficulté à envisager que à 2 pas de Paris et de voilà tout ce que ça peut représenter en termes de patrimoine monumental internationalement reconnu. Il y a un complexe d'infériorité qui est partagé par les élus locaux, les habitants. Enfin voilà, il y a une difficulté à affirmer qu'il existe dans nos territoires de banlieue populaire un patrimoine équivalent à ce qu'on peut trouver dans Paris. Et voilà, ça participe vraiment de cette difficulté, et c'est donc une conjonction des deux phénomènes qui nous amène effectivement à faire ce constat. Oui, et puis en fait, alors du coup, je rebondis sur la schizophrénie aussi, puisque c'est aussi parce qu'on avait ce label donc Ville et Pays d'art et d'histoire du ministère de la Culture, donc que Plaine Commune a obtenu en 2014. Donc ce label en fait du ministère, il vient reconnaître bien sûr la richesse patrimoniale d'un territoire, mais également toutes les actions qui sont mises en œuvre par les différents acteurs pour le valoriser, le préserver, en faire la médiation. Et il oblige la collectivité qui en est détentrice de créer un poste, au moins d'avoir voilà, le poste que j'occupe actuellement, qui est un poste d'animatrice de l'architecture et du patrimoine. Et c'est parce que ce poste existait, finalement, qu'il y avait une personne un peu référente sur les questions patrimoniales au sein de la collectivité, on a pu faire remarquer qu'il n'y avait pas de prise en compte du patrimoine dans le PLUI. Donc voilà, ce côté schizophrénie qui s'exprime aussi un peu là. Et peut-être pour compléter aussi ce que dit Benoît sur le côté, la spécificité du patrimoine populaire, ce complexe d'infériorité, je dirais aussi qu'il y a quand même sur le territoire de Plaine Commune, mais à l'échelle du département de la Seine-Saint-Denis, c'est également le cas. Il y a cette tension aussi entre nos politiques de
renouvellement urbain, de construction aussi, de logements, d'équipements, qui frottent avec les questions de protection, de préservation du patrimoine. Finalement, c'est toujours un peu cette logique. Voilà, le patrimoine s'efface au profit de la mutation urbaine du territoire et de cette nécessité de construire plus de logements, d'avoir plus de services, plus d'équipements. Oui, alors pour prolonger cette discussion, Boulogne-Billancourt, qui n'est pas sur le territoire là, est la commune, je crois, en dehors de Paris, avec le plus grand nombre d'édifices identifiés au titre du label qui avant s'appelait Patrimoine du XXe siècle. À l'inverse, Seine-Saint-Denis, de façon plus générale, il est moins mobilisé. Est-ce que c'est un problème on va dire, de légitimité des types patrimoniaux, patrimoine industriel, etc. Ou est-ce que c'est plus lié vraiment à cette nécessité de garder une possibilité foncière, immobilière pour des projets urbains? Comment vous l'interprétez? Est-ce qu'il y a une difficulté à porter, que ce soit auprès d'élus ou d'autres acteurs, d'institutions, des projets de reconnaissance, même sans qu'il y ait voilà, de contraintes associées, ou voilà, quels seraient un peu les éléments? C'est plusieurs phénomènes qui se mêlent là encore, mais c'est vrai qu'il y a des réticences parce que il y a une volonté de pouvoir continuer à se comporter en propriétaire plein et entier qui peut à tout moment décider effectivement de vendre. Voilà. Donc malgré tout, l'identification patrimoniale est en partie perçue comme en soi une contrainte, même si elle ne l'est pas d'un point de vue strictement réglementaire. Voilà, on sait que ça peut susciter une mobilisation. La protection n'est pas une condition de la reconnaissance finalement. La reconnaissance, elle peut se faire par les habitants, elle est libre, et donc du coup, cette difficulté de maîtriser complètement le sujet, effectivement, on rend plutôt frileux. Oui, pour prolonger ces questions, enfin, ce qui me frappe, ce qui m'étonne parfois quand je vais sur ces territoires, c'est de constater cette espèce de contraste entre ce qu'il s'est joué ici au XIXe siècle et les peu de traces finalement qu'il reste aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui ne peut pas n'est pas interrogé quand on compare cette énorme vague d'innovation du XIXe siècle et encore du début du XXe siècle, et le fait que très peu de choses parmi ceux qui avaient été construits pour l'industrialisation de ces territoires a été considéré digne d'être conservé. Si on prend de façon plus spécifique tous les mémoires du gaz, par exemple, des infrastructures gazières, c'est assez étonnant de constater qu'aujourd'hui, très peu de choses restent. Et j'aimerais avoir quelques éléments d'explication là-dessus. On est toujours sous le même régime en fait à la fois de l'urgence et de la nécessité. Donc au 19e, on va chasser l'industrie de Paris pour assainir et puis voilà, organiser sous le Second Empire avec les réformes du baron Haussmann. On va aussi, alors ça c'est pour l'industrie, et donc on va investir la banlieue sans vraiment lui demander son avis. On va faire la même chose pour les cimetières parisiens. On a une attitude d'une capitale qui envisage sa périphérie, où qu'elle soit, mais avec un sort un peu particulier pour le nord-est, comme un espace servant. Et c'est quelque chose qui, fondamentalement, est toujours présent dans les esprits. Quand il y a urgence et nécessité aujourd'hui, eh bien, on va aussi se tourner vers la banlieue parce que c'est là qu'effectivement on va trouver plus facilement les opportunités foncières dont on a besoin. C'est clairement pas dans la capitale la plupart du temps. Je crois que les services parisiens d'urbanisme ont à peu près fait le tour de tout ce qui était disponible et que finalement au XXe siècle on a investi et déjà dans Paris,
démoli du patrimoine identifié. Enfin, je pense à l'hôpital Pompidou, qui a été l'occasion de détruire quand même du patrimoine identifié d'Auguste Perret. Hein, où là, la culture, la culture n'a absolument pas eu voix au chapitre. Donc, ce qui se passe dans Paris, partie effectivement encore périphérique, mais dans Paris, se passe encore plus facilement au-delà du périphérique. Oui, et du coup, pour peut-être donner quelques petits exemples à ça, et Maria l'évoquait sur cette histoire du gaz à la plaine, je vous ai mis quelques photos là de petits conflits patrimoniaux où parfois, bon bah voilà, il y a déjà plus rien. Donc c'est le cas de cette mémoire du gaz, donc du site du Landy en fait, qui est le site que vous voyez qui était juste à côté donc du Stade de France, un site entre Pleyel et le stade, et qui était en fait occupé par des usines de production de gaz depuis le milieu la fin du 19e siècle. En fait, c'est le site qui a été choisi pour construire le centre aquatique olympique, qui est la seule infrastructure construite, une des seules infrastructures, je crois, construite pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc, il va accueillir les épreuves de natation artistique, de water-polo, de plongeon. Et c'est vrai que donc c'était Engie qui occupait ce site jusqu'en 2019. C'était un site relativement fermé, je crois, entre 5 et 7 hectares, donc quand même assez important. Et du jour au lendemain, donc le site qui était fermé a pu s'ouvrir quand même le temps de quelques visites, mais du jour au lendemain, c'est vrai qu'on a rasé cette mémoire du gaz, cette fin d'histoire du gaz, puisque ça avait déjà été le cas avec l'arrivée du Stade de France, finalement, pour y installer un nouvel équipement, une nouvelle infrastructure qui, si vous êtes déjà passé par la porte de Paris, l'A1 à Saint-Denis, vous la voyez se construire à une vitesse grand V. Et donc ça, c'est vrai que ça se fait finalement sans trop d'opposition, malgré un pan de l'histoire qui disparaît au profit, encore une fois, d'un très grand projet d'aménagement porté d'abord par Paris 2024 avec les différentes collectivités territoriales. Et c'est pas le seul projet qui frotte actuellement. Je vous ai mis aussi, quitte à en évoquer certains, l'usine PSA à Saint-Ouen, avec un grand projet d'État d'un grand hôpital Paris Nord sur Saint-Ouen. On est en plein cœur de Saint-Ouen, avec cette usine du milieu du 19e siècle qui fait 4 hectares et qui était occupée par Citroën depuis 1924, mais qui auparavant produisait des machines à vapeur. Là, on rase, non sans opposition pour le coup, mais on rase quand même. Et je vous ai mis aussi donc plutôt sur grosse mobilisation à Aubervilliers, où il y a une très grosse conscience quand même patrimoniale, mais également patrimoniale sur le patrimoine bâti, mais aussi sur le patrimoine vert, puisque on grignote aussi souvent beaucoup de parcelles de terres agricoles, maraîchères, dédiées au jardin. Et donc là, c'est par exemple la mobilisation victorieuse autour des jardins ouvriers à côté du fort d'Aubervilliers, où une piscine et un solarium devaient être construites en vue des Jeux aussi, et qui du coup a gagné au tribunal avec l'arrêt du projet, mais après que les grues soient passées, donc avec déjà un goût un peu amer, puisque une partie des jardins ont été déjà détruits. Peut-être que préciser aussi que si le Stade de France s'est fait dans un contexte un peu particulier, avec une plaine partagée donc entre Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, extrêmement sinistré d'un point de vue industriel à partir des années 70. Le Stade de France intervient dans ce contexte-là d'une certaine façon, avec un secteur géographique toujours profondément sinistré, et du coup une demande effectivement des élus locaux de trouver des solutions. Et
le patrimoine en a été effectivement la victime. Mais ça, c'était à la au cours de la décennie 90, donc avec une sensibilité au patrimoine qui n'a rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui, avec les entre guillemets progrès qui ont pu être faits au cours de ces 20 dernières années. Donc c'est effectivement plus problématique, on va dire, aujourd'hui, parce que en plus pour les Jeux olympiques et paralympiques, on nous parle de construire l'héritage, hein, mais c'est au prix de destructions qui sont a priori discutables. Et on sait que un projet architectural de qualité aurait pu à la fois allier le neuf et l'ancien dans un dialogue un peu intelligent qu'on sait faire depuis fort longtemps. Donc on a là effectivement un constat qui est plus désagréable à faire, hein, mais voilà, qui s'impose. J'avais une question sur un peu la façon dont les dynamiques de patrimonialisation ou au contraire hein, de démolition peuvent croiser la mise en récit du territoire. Est-ce que, voilà, si par exemple il y a une identification au PLU, est-ce que ça va être en lien avec la volonté d'une valorisation, d'une mise en récit de ce patrimoine? Est-ce que ça s'accompagne de collectes mémorielles ou ça prend appui sur cela? Et puis un peu en changeant d'échelle, quand on a étudié hein, des PLU, PLUI en France, on s'est rendu compte que le patrimoine est un opérateur de construction d'un nouveau récit sur le territoire à une autre échelle. Alors, tu as bien évoqué, hein, Charlotte, la difficulté de prendre en compte le patrimoine au départ, mais est-ce qu'ensuite, ça a été l'occasion d'évoquer, de construire une sorte d'identité par ce patrimoine? Il y a 10 ans, l'expression patrimoine de banlieue était peut-être davantage utilisée que dorénavant. Voilà, est-ce qu'il y a l'idée de quand même quelque chose, enfin, tous ces éléments identifiés construisent quelque chose de commun, une sorte d'air de famille qui donne une coloration ou qui raconte une histoire sur ce territoire, et puis de qui raconte-t-elle l'histoire? C'est une question très vaste. Peut-être pour rattacher le sujet de comment dire des lieux identifiés au PLUI et du coup des dynamiques de valorisation par rapport à ces lieux. Je peux peut-être prendre l'exemple et donc des collectes par exemple mémorielles qu'on peut faire à Plaine Commune. Je peux peut-être prendre l'exemple du NPNRU. Je ne sais pas si vous êtes très familier du NPNRU, qui est la politique de rénovation urbaine, de renouvellement urbain, donc menée par l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, donc c'est l'État, et nous à Plaine Commune qui concerne 14 quartiers quand même. Ça veut dire en gros 150 000 habitants, donc sur nos 440 000 habitants, qui sont concernés par un projet de rénovation urbaine, qui vivent dans des ensembles qui vont être rénovés à l'horizon 2030. Et dans le cadre de ce NPNRU, on détruit. Donc ça c'est un des critères aussi un peu de l'ANRU, hein, c'est qu'il faut un volume de destruction. Donc a priori, on dit qu'on va détruire sur Plaine Commune plus de 4000 logements. Et donc dans ce cadre-là, puisque je veux aussi parler un peu du positif, effectivement, il y a cette volonté de travailler sur la manière, à l'échelle de nos 14 quartiers, de conserver la trace de ces quartiers là aujourd'hui, de travailler aussi sur leur histoire, les archives qui les concernent, et de collecter dans chacun des quartiers la mémoire des habitants. Donc ça c'est un énorme progrès sur Plaine Commune, puisque dans le cadre de l'ANRU précédent, on n'a pas du tout eu cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout trace c'est l'ANRU 2, je pense, on a de manière très très disparate travaillé la question de la mémoire, garder une trace du bâti. Ça s'est pas du tout fait auparavant. Donc là, c'est quelque chose qu'on va mener, sur lequel on est en train de travailler. À Plaine Commune, il y a quand même aussi Plaine Commune est aussi territoire de la culture et de la création, donc il y a quand même aussi un accompagnement culturel, artistique
sur certains quartiers qui a vu le jour et qui a aussi interrogé les questions de mémoire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'allier les deux, hein, de travailler sur l'aspect plus historique, plus scientifique de collecte de mémoire et l'aspect artistique et culturel à l'échelle de nos 14 quartiers. Et puis après, sur l'identité, sur le fait que est-ce qu'on s'appuie sur le patrimoine pour travailler un nouveau récit. Je pense que ça sera bien peut-être évoqué par Anne-Marie. Enfin, Saint-Denis, pleine commune, le département de la Seine-Saint-Denis sont candidats au titre du label Capitale européenne de la culture pour 2028. Et le patrimoine, le matrimoine même, font partie vraiment voilà, du corps de la candidature. Et là, nos élus, nos politiques sont, enfin, je pense, sont tous d'accord pour dire que c'est la force, la richesse, voilà, du patrimoine matériel et immatériel qui fonde cette candidature, qui nous permet aussi de se construire une nouvelle identité, de raconter autrement les choses. Mais je pense que du coup, ça fera peut-être la transition idéale avec Anne-Marie. C'est effectivement la transition idéale à la fois avec vous, et puis on va parler ensuite directement d'Amulop. Oui, alors deux mots d'explication quand même rapide sur ce que c'est que Périphérie au pluriel 2028. C'est l'association qui a été créée pour construire la candidature à la capitale européenne de la culture. Actuellement, on est dans la phase préparatoire, c'est-à-dire qu'on va remettre un document le 1er décembre, comme toutes les villes candidates, il y en a 8. Et on saura au printemps 2023 si on est dans la shortlist ou pas, parce qu'il ne restera probablement que 4 villes. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est en lien avec ce que Charlotte disait, c'est l'originalité de la préparation de la candidature. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un directeur artistique, un commissaire, la candidature Périphérie, dont la directrice est Juliette Bonpoint, a parié sur la consultation de différents collèges. Donc il existe différents collèges, il en existe 8, je ne vais pas tous les citer. Il y a une assemblée des enfants, par exemple. Il y a un collège des référents européens dont je fais partie. Il y a un collège évidemment des habitants, etc. Et bien sûr un collège des acteurs culturels et artistiques. Alors, bien sûr, la question de Saint-Denis, c'est comment bâtir un narratif, qui tienne à la fois compte de la basilique, puisqu'après tout, jusqu'au XVIIIe siècle, Saint-Denis était un bourg monastique extrêmement puissant, avec des connexions pratiquement dans toute l'Europe, des foires. On travaillait le textile, on travaillait la poterie, entre autres. Et donc une formidable base de métiers d'art, on peut le dire comme ça. Et puis bien sûr, après, c'est la révolution industrielle. D'abord, c'est le maraîchage, puisque pendant un certain nombre d'années, la plaine de Saint-Denis a été le jardin, en fait, le jardin de la capitale. Et puis après, bien sûr, on a l'expansion industrielle qui, à la fois, pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a énormément d'usines polluantes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On se débarrasse de tout ce qui dépasse. Et en même temps, ça fait affluer à Saint-Denis énormément de monde. Donc, on a 76 000 habitants au moment de l'expansion industrielle. Aujourd'hui, on est à plus de 110 000. Et donc, en fait, il y a ces différentes strates. Il y a les strates patrimoniales, il y a les strates de la mémoire ouvrière, il y a les strates de la mémoire maraîchère.
Et puis bien sûr, il y a toutes les strates de toutes les personnes qui sont venues pour travailler à Saint-Denis. Et aujourd'hui, les Algériens sont les plus nombreux, suivis par les Tunisiens et les Portugais qui restent encore assez nombreux à Saint-Denis. Bref, donc on a toute cette mosaïque, et le problème, c'est comment l'agencer. Alors sur la question du patrimoine, on n'est pas complètement démunis, parce qu'il existe à Saint-Denis une unité d'archéologie qui d'abord a collectionné un certain nombre, par exemple, de pièces en verre qui peuvent être, dont une partie est au musée d'art et d'histoire et qui peuvent être évidemment visitées par qui s'intéresse. Donc l'unité d'archéologie a fait un travail remarquable pour ouvrir les chantiers d'archéologie, c'est-à-dire pour faire des balades archéologiques, pour construire l'îlot, par exemple, qui a été conçu par Pouchin, pour avoir une vue panoramique des fouilles, comprendre ce qu'on fait, qui fait quoi, et quels sont les métiers en jeu. Et puis, bien sûr, ça touche aussi les enfants, les scolaires, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place, c'est le remontage de la flèche, puisqu'elle avait été détruite par une voie naturelle, enfin par un gros orage. Et Viollet-le-Duc, après, qui s'est occupé de la basilique, n'a pas voulu la reconstruire. Donc ça, c'est le remontage de la flèche de Saint-Denis. C'est un geste absolument symbolique et très important. Et tout au long des travaux pour le remontage de la flèche, c'est pareil, il va y avoir des ateliers ouverts qui permettront à toutes les personnes qui s'intéressent à la question de venir voir, de venir voir la taille de la pierre, de venir voir les différents métiers qui sont associés à cette construction très intéressante. Donc il y a tout ce narratif, si vous voulez, de la basilique, du musée d'art et d'histoire, qui est un musée extrêmement intéressant, de la Légion d'honneur. Il y a tout ce narratif qui en fait montre les aspects patrimoniaux de Saint-Denis, et aussi bien sûr les aspects patrimoniaux modernes. Et là c'est plus large que Saint-Denis. Je pense notamment au laboratoire Éclair à Épinay-sur-Seine, qui sont en train d'être récupérés pour probablement faire un musée du cinéma, enfin du cinéma argentique, qui bien sûr, dont les métiers ont complètement disparu. Et puis il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises sur les métiers d'art. Le 6B, qui est un tiers-lieu, qui est le plus important tiers-lieu de Saint-Denis, a décidé de monter une verrerie, c'est-à-dire pour reprendre les anciens savoir-faire de Saint-Denis. Alors pourquoi patrimoine et pourquoi matrimoine? Matrimoine parce que c'est un hommage rendu d'abord aux résistantes. Il y a une association qui s'appelle les Femmes Solidaires, qui a une envergure nationale, mais qui est née à Saint-Denis et qui est née des femmes résistantes à l'occupation nazie. Donc les figures de résistantes, les figures de potières, parce que comme la poterie était un des arts pratiqués à Saint-Denis, l'unité d'archéologie a demandé à une potière africaine de refaire un four à l'identique, enfin le four, pour que les gens puissent le visiter, le voir, etc. Et c'est très chouette, je trouve, que ce soit une potière africaine. Donc il y a tous les métiers exercés par des femmes dans les métiers d'art, et elles sont extrêmement nombreuses. Et puis le matrimoine, c'est aussi tout simplement l'action d'un certain nombre de femmes à Saint-Denis. Alors je pense à la Maison des Femmes qui jouxte l'hôpital de La Fontaine, qui a été créé par une chef de secteur gynécologique pour les femmes qui ont des problèmes. Je pense aussi à
à une organisation qui accueille des femmes atteintes du VIH. Le tout sur fond de culture artistique, sport, enfin toute une série de choses très très intéressantes. Et puis je pense beaucoup aux femmes des Francs-Moisins. Alors les Francs-Moisins, c'est un quartier un peu excentré de Saint-Denis, on pourrait dire que c'est la banlieue de Saint-Denis. Et les femmes des Francs-Moisins, c'était des habitantes en fait, et elles ont décidé de faire des choses. Elles ont décidé d'ouvrir un restaurant participatif. Elles ont travaillé avec le TGP. Elles ont fait des présentations théâtrales sur scène. Elles ont travaillé sur la mémoire du quartier des Francs-Moisins. Enfin, voilà, tout ce genre de personnes, et on a beaucoup de femmes encore. Par exemple, la directrice du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est encore une femme. Et puis encore d'autres figures comme ça qui sont extrêmement importantes, comme par exemple la fondatrice de la maison Amazir. Amazir en berbère, ça veut dire les hommes libres, et qui travaille sur des conférences, des débats, l'enseignement de la céramique, qui pourrait d'ailleurs se joindre à la route européenne de la céramique. On y pense, on travaille un peu là-dessus. Voilà pour une première exposition. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais avec Emmanuel Bélanger vous parler de l'association pour un musée du logement populaire et de ses projets. Moi, je vais parler surtout. Alors, je vais présenter évidemment l'association. Merci. Je ne sais pas. Ah bah voilà, super, merci. C'est magique. Je vais présenter rapidement l'association. Je vais parler de l'exposition. Vous avez l'affiche qui est là, et Emmanuel vous parlera surtout du projet de musée qui commence à se développer. Donc la MULOP, c'est un collectif qui est né en 2014, qui rassemble des enseignants du secondaire, du supérieur, des archivistes qui travaillent dans des quartiers populaires. Et voilà, enfin, il y a une forte dimension enseignante, et le point de départ de l'association, c'est un peu l'idée que on faisait face, puisqu'à l'époque, moi je travaillais aussi au lycée, dans notre pratique quotidienne, à des élèves à qui on essayait d'expliquer ce que c'était que l'histoire et faire de l'histoire, et que eux-mêmes, leur famille, le territoire où ils habitaient, faisaient partie de l'histoire. Étaient des acteurs historiques. Et même avec des, des projets pédagogiques un peu développés et réfléchis, ça restait quelque chose d'assez compliqué à leur faire entendre. Et voilà, donc il y avait une interrogation là-dessus qui a trouvé un début de réponse. Pardon, je vais dans tous les sens, mais quand on a découvert le Tenement Museum de New York, qui... Bon, là, je vous dis dans quelle mesure c'est une inspiration. On pourra dire peut-être plus tard dans quelle mesure on a pris aussi nos distances avec le modèle. Mais en gros, le Tenement Museum, il se trouve dans le Lower East Side, qui est aujourd'hui un quartier très gentrifié. Mais en gros, ils ont investi un ancien immeuble d'un quartier très très ouvrier à la fin du 19e, début 20e siècle. Et l'immeuble était resté dans son jus à partir des années 30. Et à partir des années 80-90, ils ont commencé à reconstituer in situ l'histoire des anciens habitants qui avaient peuplé l'immeuble entre 1880 et 1930, donc des milliers d'habitants. Et donc, ils ont reconstitué les logements, ils ont reconstitué à travers des enquêtes historiques la vie des anciens habitants pour parler de ce que c'était que la vie des migrants européens qui arrivaient aux États-Unis au début du 19e siècle, et donc parler de l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Et ce dispositif muséographique nous a énormément séduit parce que voilà, il y avait une dimension immersive et interactive qui fait qu'on peut s'adresser vraiment à un public extrêmement large,
notamment en passant, ce qui est compliqué parfois en France, même si c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, par le registre aussi de l'émotion, d'être dans les lieux des gens dont on est en train de découvrir la vie. Voilà. Et du coup, on a décidé, ce collectif a eu l'envie de monter un musée du logement populaire, ce qui s'avère assez compliqué, notamment parce que l'idée c'est d'investir un immeuble qui désaffecté mais qui a été habité. Et que, comme vous le savez peut-être, il y a un peu de pression foncière sur le territoire. Voilà. Donc, disons qu'il y a eu pas mal d'étapes dans l'association, mais la plus grosse étape, ça a été pour essayer de convaincre des partenaires, pour convaincre les collectivités, pour convaincre peut-être l'État, qu'il y avait place pour ce type de musée, et pour le convaincre aussi que l'association, bien qu'elle soit composée avant tout d'enseignants, avait les compétences, ou en tout cas était capable d'aller chercher les compétences pour réaliser ce projet. On a monté donc l'exposition La vie HLM. Alors, très rapidement, cette exposition, alors elle est terminée. Elle a commencé il y a 1 an exactement, et elle a duré 9 mois. Elle s'est déroulée donc dans la cité Émile Dubois, qui est à Aubervilliers, mais de l'autre côté, au métro Fort d'Aubervilliers. Et donc l'idée c'était là aussi de reconstituer la vie des habitants. Alors du coup, la cité Émile Dubois, c'est aussi son surnom, c'est la cité des 800 logements. Répartis dans plusieurs bars et tours. Nous, on a investi la barre Gros Perrin, dite Gros Perrin, qui est très grande, où il y avait déjà 144 logements. On s'est focalisé sur 2 cages d'escalier. On a mené l'enquête sur les habitants, en particulier de 2 cages d'escalier, et dans 3 appartements, un appartement qui servait d'espace d'accueil et d'atelier pédagogique, et 2 appartements qui servaient de parcours d'exposition. On a raconté l'histoire de quelques familles. Alors vous voyez que c'est, alors sur la photo de gauche, c'est une belle photo, voilà, qui met bien en valeur. C'est vrai qu'il y a une fresque des Sœurs Cheval, mais aussi qui met en valeur le bâtiment. Sur la photo de droite que j'ai prise, on voit aussi des différences de compétences dans la prise de vue, mais vous voyez qu'on est face à quelque chose dont la dimension patrimonial, d'un point de vue en tout cas architectural, peut être très discuté, mais évidemment c'est pas ça qui nous intéresse, même si Sébastien Radouan serait tout à fait capable de défendre le fait qu'il y a un vrai intérêt patrimonial dans l'architecture de ce lieu. Voilà, et pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemblait, donc il y avait un appartement où on reconstituait la vie d'une seule famille, ça s'appelait l'histoire d'une famille ouvrière, famille Croisille, qui a habité un appartement entre 1957 et 2012, et c'était l'occasion donc de revenir sur l'histoire à la fois familiale, l'histoire de la trajectoire résidentielle, sociale de cette famille, et de la manière dont la famille dont le rapport de la famille à la cité avait évolué en plus de 60 ans. C'était une façon de regarder aussi l'histoire de la cité. Et pour les 2 photographies du bas, c'est le 2e parcours sur 3 familles qui avaient habité la même cage d'escalier. Et en passant d'une pièce à l'autre, on passait d'une époque à l'autre, d'une famille à l'autre. Et là aussi, c'était une façon de regarder l'évolution des quartiers populaires de manière plus large, mais il y a vraiment cette idée de passer par l'histoire très incarnée de gens qui ont existé, dont on a retrouvé les archives, qui ont accepté aussi de parler, puisque vous voyez peut-être sur l'image de gauche, il y a des photographies que nous ont confiées les familles, qui permet vraiment de rendre ça très, très concret, et d'autant plus concret que tout passe par la médiation de guides qu'on a formés, voilà, qui ne sont pas des historiens du tout, mais qu'on a formés à l'histoire du quartier, et plus particulièrement à l'histoire de la cité, de la vie des habitants.
Voilà. Et il y a évidemment, puisque la dimension, encore une fois, enseignante est très présente dans l'association, il y avait aussi toute une série d'ateliers pédagogiques qui avaient été mis en place. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Emmanuel Bélanger, je suis historien, je travaille sur l'histoire des banlieues et singulièrement des banlieues populaires et des quartiers populaires et singulièrement le territoire de Saint-Denis et d'Aubervilliers. Alors vous avez entendu que notre narratif à nous, il est très éloigné de celui de la basilique. Pour nous, ce qui nous anime réellement, c'est de renverser les perspectives, de renverser les hiérarchies, de renverser les centralités, ou plus précisément de souligner que la centralité culturelle, patrimoniale du XXIe siècle, elle se joue en banlieue. Donc on est tout à fait dans notre cadre ici de discussion, d'échange, et de rappeler qu'à la fois ce territoire est un territoire, si je devais citer Marcel Roncaiolo, qui a vécu une expérience malheureuse, qui est celle de la désindustrialisation, qui est celle aussi de ces vagues successives d'immigration du travail, du ventre, qui ont été portées par un déracinement. Et pour autant, cette histoire malheureuse, elle peut se transformer aussi en fierté. En territoire d'appartenance, d'acculturation, de socialisation, de commun. Et ça, vous le découvrirez, je pense, aussi dans la promenade urbaine qui vous sera proposée après notre table de ronde. Donc vraiment, ce qui est important de dire dans cette expérience du musée du logement populaire, c'est aussi un engagement, une histoire d'engagement qui incontestablement nous questionne dans notre pratique des sciences humaines et sociales et finalement dans notre volonté au travers de nos expériences, de nos recherches, de sortir de cette représentation désenchantée, misérabiliste du monde des quartiers populaires. Là, je crois vraiment c'est notre fer de lance et en ce sens, on a pu rencontrer sur ces principes Plaine Commune, la Seine-Saint-Denis, qui sont des appuis importants. Alors, ce projet et cette histoire du musée, pour nous, c'est une histoire de famille, une histoire de famille populaire. C'est une histoire de conquête. Une conquête aussi de l'intimité qu'a pu offrir le logement social, et c'était le cœur de l'exposition La vie HLM qu'a évoqué Muriel. Et c'est une histoire aussi, je le redis, mais de fierté au sens où le lien social qui a caractérisé ces territoires, il fait oublier les stigmates de la condition ouvrière et au contraire, il offre des perspectives d'émancipation. Alors ce projet de musée, pourquoi il intéresse de très nombreux partenaires aujourd'hui? C'est parce que c'est un projet d'histoire où l'on écrit l'histoire des habitants au milieu d'eux et avec eux, ce qui est totalement différent. C'est un projet culturel où on rappelle que le potentiel touristique aujourd'hui, il est ici, et pas uniquement parce qu'il y aura 2024 et les Jeux Olympiques, aussi parce que ce titre de capitale européenne de la culture en 2028 pourrait contribuer à ce renversement des perspectives que j'énonçais. C'est un projet social aussi, et le fait que l'exposition et demain le musée ait été porté par des jeunes de quartier qui sont devenus les guides, qui ont fait du théâtre, qui ont finalement raconté leur histoire et ont fait le succès de l'exposition, médiatique mais aussi populaire, montre en quelque sorte que ce projet social, il peut croiser un projet culturel, un projet éducatif, tu l'as dit, sur la façon dont on transmet l'histoire et les savoirs scientifiques que l'on doit croiser avec le savoir social, celui de l'expérience, et un projet participatif, c'est fondamental puisque, nous l'avons dit, ce musée, s'il voit le jour, et il verra le jour, ce sera grâce aussi au fait que les habitants sont au cœur de cette aventure. Donc les enjeux aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est que où pourrons-nous ouvrir ce musée?
Clairement, on peut le dire, on a une institution de soutien, le département, son président, qui en fait un enjeu majeur. On a également l'Union sociale de l'habitat qui réunit l'ensemble des acteurs du logement social en France. L'ANRU demain, certainement le ministère, peut-être nous nous inscrirons dans, ça n'a pas été évoqué, mais dans la capitale européenne de la culture. Mais en tout cas, ce musée, incontestablement, aujourd'hui, il a déjà une réussite, c'est celle de l'exposition. Donc c'est pas un passif, mais au contraire, je dirais une lettre de noblesse et surtout un gage sur l'avenir. Et bien sûr, il s'inscrit dans ce territoire et le lien avec le campus nous semble évident. Le lien avec les chercheurs et chercheuses ici présents et ailleurs derrière ce projet, nous donne vraiment envie de le défendre. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans le dossier de candidature que nous allons remettre, Amulop est cité comme partenaire de la candidature. Sachez-le. Bon, c'est bien. Non, mais comme ça n'avait pas l'air très clair, je tenais à préciser ce point. Merci infiniment. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je reviens sur Amulop et la question que j'aimerais vous poser est celle justement de la faisabilité de ce projet, parce que je suppose qu'au cours des dernières années, vous avez mesuré la difficulté de passer de ce projet qui était d'une exposition temporaire, d'un projet éphémère, à un projet pérenne. Donc, quelles sont finalement ces difficultés? C'est tout simplement la difficulté d'identifier un lieu, ou il y en a d'autres? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, j'aimerais bien que vous reveniez sur la prise de distance avec votre modèle d'attainment. Alors, la difficulté majeure, c'est que vous imaginez bien, on est dans des territoires qui sont sous pression. La question du logement, elle est centrale pour, en particulier, les classes populaires. Et il était évident que ce musée ne peut pas remplacer des habitants. Alors on a une opportunité, puisque vous avez bien saisi que nous on veut retracer aussi l'histoire de la ville de l'âge industriel jusqu'à nos jours. Et donc il nous faut une profondeur historique. Et donc il nous faut un immeuble faubourien qui pourrait retracer en quelque sorte ces 2 siècles de transformation et de mutation de nos territoires et de l'histoire sociale de ces territoires. Donc, dans notre malheur, on a une chance parce qu'on n'a pas trouvé notre lieu encore d'atterrissage. Plusieurs personnes s'y activent, mais l'idéal serait un immeuble aujourd'hui délabré, des centres-villes qui sont, vous le savez, si vous promenez à Saint-Denis ou à Aubervilliers, qui sont, je dirais, voilà, qui sont très aujourd'hui vétustes et délaissés. Et donc, nous espérons, on fait aujourd'hui des études de terrain en quelque sorte pour trouver l'immeuble idéal, non habité, bien sûr, c'est un enjeu, et pour pouvoir bien sûr s'assurer que ceux qui ont habité dans cet immeuble, parce que c'est un enjeu majeur, pour reprendre l'expérience du tenement, et je te passe le micro, reflète cette histoire sociale des territoires, c'est-à-dire un territoire populaire, un territoire immigré, un territoire finalement qui dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Merci Emmanuel. Alors oui, sur la question de la distanciation par rapport au Tenement Museum, c'est une distanciation qui s'explique par le fait qu'on est sur des terrains très différents, qu'on raconte des histoires très différentes. Dès le début, ça nous était apparu assez clairement que on raconterait pas seulement une histoire de l'immigration, même si c'était quelque chose d'évidemment central dans nos problématiques, mais justement parmi au milieu de la question de l'industrialisation et plus largement une histoire des classes populaires. On sait que en France, voilà, les migrants, c'est aussi des migrants de l'intérieur, c'est les migrants coloniaux, c'est les migrants étrangers, mais voilà, ça nous paraissait important que ça soit avant tout le musée du logement populaire, des classes populaires,
dans leur ensemble. Et avec l'expérience de l'exposition, il y a eu d'autres déplacements qui se sont opérés dans le sens, d'une part, là aussi le plus rapide. Alors le Tenement Museum, on dialogue avec eux, enfin voilà, on a des très très bonnes relations avec eux, et donc on leur a posé beaucoup de questions sur la manière dont ils avaient construit leur musée, dont ils fonctionnaient. Et ce qui nous avait beaucoup vraiment impressionné, c'était les guides, justement les médiateurs, qui sont des comédiens. Et ils étaient tellement capables de répondre à des tas de questions de manière très accessible, mais en même temps assez pointue, que voilà, moi ça m'avait vraiment frappé. Mais c'était pas ils nous avaient dit, bah en fait, non, on prend pas des étudiants en histoire parce que il manque un peu de, de bagou. Ils ont parfois, voilà, ils sont pas forcément à l'aise dans les échanges, alors que si on prend des comédiens et qu'on les forme à l'histoire, bah, finalement, ça marche mieux comme ça. Voilà. Et donc nous, on n'est pas passé par des comédiens. Ce qui nous a paru le plus important, Emmanuel en a un peu parlé, mais c'était d'avoir des gens qui étaient du territoire et qui étaient capables de mettre, s'ils le souhaitaient, à des moments, dans des échanges, parce que voilà, c'était des visites à 10-12 personnes, donc dans un cadre relativement intime, entre guillemets, qui fait que parfois on a envie d'en dire un peu plus, et donc qui avait une expérience personnelle, qui avait un regard sur l'histoire des quartiers populaires, sur le vécu dans les quartiers populaires, et effectivement c'est sûr que ça a énormément apporté à l'exposition. J'ai fait une petite diapo du livre d'or. Alors bon, vous allez me dire, bah oui, évidemment, c'est pas représentatif, puisque c'est d'abord les gens qui ont écrit dedans, et puis ensuite ce que nous on a sélectionné dans les pages du livre d'or. Mais enfin, ce qui est très frappant parmi les nombreux messages, c'est toujours voilà, le guide, quoi. Les guides qui sont vraiment mis en valeur. Enfin voilà, on a senti que ça reposait. Nous, on a passé beaucoup de temps à construire les décors, à construire les scénarios, à faire les recherches, mais finalement, sans les bons guides, ça n'aurait pas pu fonctionner. Et troisième point sur lequel aussi il y a une distance, je pense, par rapport au Tenement Museum, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu le New York actuel, le Lower East Side est aujourd'hui un quartier hyper gentrifié, et c'est quelque chose sur lequel justement on s'interroge, mais il est assez probable que le Tenement Museum ait participé lui-même de cette gentrification. Et nous, alors c'est quelque chose dont on va continuer à discuter, mais là-dessus, on est effectivement très en questionnement justement sur le lieu dans lequel on pourrait s'implanter, parce que il nous semble que le musée perd du sens une fois qu'il s'installe dans un lieu qui est gentrifié, ou s'il vient devenir un acteur de la gentrification. Et ça renvoie aussi, ça a été une expérience très forte de l'exposition, c'est que au départ, on s'était projeté un peu comme le Tenement dans un immeuble où on serait tout seul à faire notre histoire. Et en fait, quand on s'est retrouvé au 800, on s'est retrouvé à occuper 3 appartements parmi une centaine qui étaient tous habités, qui bientôt ne le seront plus, puisqu'on se situe dans un programme de rénovation urbaine et que l'immeuble va justement être détruit dans les prochains mois, prochaines années. Mais il y a eu toute la dimension de la cohabitation, de partage d'expérience avec les habitants, qui a pu donner lieu, mais franchement assez peu en réalité, justement à des frottements, mais à la fois pour les visiteurs, pour les habitants et pour nous, le fait d'être au milieu des habitants, ça a été quelque chose d'extrêmement riche, pour dire les choses rapidement. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a vraiment un formidable fil directeur dans tout ce que vous avez raconté aujourd'hui. Et j'aurais voulu rebondir par rapport à cela, parce que
j'ai clairement le sentiment que vous présentez le patrimoine ou le matrimoine, j'aime beaucoup cet entrée par la matrimonialité plutôt que par la patrimonialité, vraiment comme un élément sur lequel on peut construire de nouveaux projets de territoire, une nouvelle narrative territoriale, véritablement quelque chose qui est extrêmement fort et qui peut être instrumental au sens positif du terme pour se reconstruire. Et de l'autre côté, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur un territoire qui est laboratoire, vraiment, des choses qui se font ici et qui ne peuvent se faire qu'ici. C'est très difficile d'imaginer vos initiatives sur d'autres territoires, que ce soit à Mulhouse, que ce soit périphérie, que ce soit une autre façon de voir certains types de patrimoine qui ont été marginalisés et qui deviennent aujourd'hui centraux pour tout un ensemble de questions. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que cette dimension laboratoire, elle est portée et comment? Est-ce qu'elle est portée, par exemple, dans les échanges que vous avez avec d'autres territoires métropolitains en Europe et au-delà? Bon, vous avez parlé de New York, effectivement, mais est-ce qu'au-delà, il y a d'autres initiatives qui se construisent de façon transversale? De quelle façon ces caractères vraiment un peu expérimental de ce qui s'est fait ici, vous les portez à travers vos différents projets? C'est une question pour vous tous, évidemment. Je commence. En fait, j'ai beaucoup parlé d'archéologie et peut-être un peu trop, mais je pense que j'ai aussi insisté sur la mémoire immatérielle et sur le matrimoine, qui est vraiment une partie très importante de ce que nous mettons en œuvre. Et en fait, il y a déjà des relations avec d'autres villes en Europe. Alors déjà, l'unité d'archéologie a monté 2 programmes avec le soutien du programme Culture 2000 à l'époque, et c'était à chaque fois des programmes sur le thème de la médiation en archéologie, les habitants concernés, et c'était avec des villes comme Göteborg, Thessalonique, enfin il y avait un certain nombre de partenaires, il y avait à chaque fois, je crois, une quinzaine de partenaires. Jusqu'en 2018, ces projets ont été montés. Donc ça crée déjà une solide base, un réseau de contacts. Et puis nous avons regardé aussi Éleusis. Alors Éleusis sera capitale européenne de la culture en 2023. Éleusis, c'est comme Saint-Denis, c'est une banlieue d'Athènes. Et il se trouve que à Éleusis, bon, c'est une ville portuaire, industrielle, tout ce qu'on veut, mais il se trouve qu'à Éleusis, il y a un sanctuaire. Alors c'est un sanctuaire qui est dédié à la mythologie ancienne grecque. Et donc il y a quelque chose d'intéressant qu'on voudrait essayer de faire entre le sanctuaire mythologique grec et l'image de Denis. Alors Denis, bon, mes amis archéologues disent souvent que c'est une image qui est très très reconstruite. On est entre la légende et l'histoire. Enfin bon, peu importe. Donc voilà. Donc on a ce type de projet. Et puis je voulais parler aussi. Alors c'est pas le patrimoine. Enfin encore une fois, c'est le patrimoine de demain. Les jeunes. Saint-Denis est une ville très jeune. C'est une ville populaire et très jeune. C'est une des villes les plus jeunes de France. Et l'idée, c'est de travailler avec une autre banlieue. Alors, c'est Molenbeek, près de Bruxelles. Bon, bien sûr, il n'y a pas que des choses positives sur Molenbeek, mais bref. L'idée, c'est de créer des échanges. Ça s'appelle G1000, avec un soutien de Erasmus+, de la Commission européenne, et de faire s'échanger ces jeunes, donc de Molenbeek vers Saint-Denis, de Saint-Denis vers Molenbeek, et de les entraîner, de les accompagner dans une sorte de formation civique, on va dire ça pour aller vite. Formation civique, prise de responsabilité, et l'organisme qui travaille à Molenbeek est très sérieux et très très intéressant. Et de notre côté aussi, je pense qu'on fait bien les choses. Alors ça, c'était juste pour vous dire, on s'intéresse aussi au patrimoine immatériel de demain.
Alors, en ce qui concerne, alors nous, notre entrée, c'est voilà, c'est le logement populaire comme type de patrimoine. J'ai en tête quand même quelques autres projets ou structures, notamment le RIS de Villeurbanne, qui est une structure municipale très, très intéressante, qui est dirigée par Vincent Véchambre, qui est un géographe, et qui se veut pour dire les choses rapidement, un musée de justement l'histoire ouvrière, migratoire et industrielle locale. Et depuis quelques années, ils organisaient une visite guidée d'un espèce d'appartement témoin dans les gratte-ciel. Et donc c'est un des endroits que nous on est allé visiter avant le Covid, quand on était on réfléchissait sur le développement de notre exposition. Et c'est vrai qu'on avait été un peu surpris parce que c'est un peu comme le musée urbain Tony Garnier qui a malheureusement disparu. C'est à la fois des lieux hyper, très, très intéressants du point de vue de la culture matérielle, mais où la question des habitants était assez secondaire finalement. Ça plongeait dans une époque, mais sans vraiment se poser la question de qui étaient les habitants qui vivaient là, ce qui est, nous, évidemment, le cœur de notre propos, c'est les histoires des habitants. Et aujourd'hui, il y a une thèse CIFRE qui est mise en place pour faire l'histoire de ce logement qui est visité au gratte-ciel, qui va permettre d'identifier les habitants successifs. Moi, je travaille au Mans maintenant, et la municipalité, ça serait très intéressée d'expositions temporaires sur ce qu'on a pu faire à Aubervilliers. Enfin, on a vu d'ailleurs pendant l'exposition beaucoup de collectivités territoriales sont venues nous voir en disant c'est super, on voudrait faire la même chose. Et pour aller un peu plus loin géographiquement, il y a le National Public Housing Museum de Chicago qui est en train d'ouvrir, et je pense qu'il y a un lieu vraiment intéressant dans la dimension justement de participation des habitants, puisque c'est dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine que les habitants ont obtenu de préserver un bâtiment pour en faire un musée de l'histoire du logement social aux États-Unis. Voilà. Et sur les questions plus relatives au patrimoine bâti? Même on travaille aussi les questions de patrimoine immatériel, mais c'est vrai que notre partie de la table ronde était plutôt sur le patrimoine bâti. Donc la question c'était est-ce qu'on est un laboratoire ici? En gros, est-ce que ça se joue ici? Moi, j'ai l'impression, par rapport aux autres collectivités qui sont labellisées Villes et Pays d'Art et d'Histoire en France, voilà, c'est un réseau d'environ 200 collectivités qui ont le label Villes et Pays d'Art et d'Histoire. Et c'est vrai que on a l'impression à l'intérieur de ce réseau d'être un petit peu beaucoup différents. Ça se joue aussi d'ailleurs sur les collectivités labellisées en Île-de-France. Tu évoquais Boulogne-Billancourt, qui a aussi le label Ville d'Art et d'Histoire, mais il y a aussi des collectivités comme Pontoise, comme Noisiel. Voilà, on est tous en Île-de-France, mais je trouve que Plaine Commune, on est quand même assez caractéristique, emblématique, à la fois sur finalement les projets, les thématiques patrimoniales qui sont valorisées sur ce territoire. Donc moi, j'étais pas là, mais en fait, il y a déjà 20 ans, il y a des gens qui étaient là, notamment à ma droite. Et qui était complètement fou, se disait mais oui, pourquoi pas, on va mener un projet de valorisation touristique et patrimoniale d'une cité-jardin. Qui parlait des cités-jardins il y a 20 ans. D'autres faisaient de l'archéologie urbaine, qui le faisait il y a 20 ans. Je pense aussi à la thématique des cultures et traditions maraîchères. Comment est-ce qu'on valorise aussi l'histoire agricole d'un territoire comme le nôtre? On parlait en fait d'agriculture urbaine
un peu avant l'heure. Donc ça, c'est pas mon historique, mais enfin, voilà, j'ai quand même l'impression que ce côté laboratoire, expérimental, il est très puissant hein, sur ce territoire. Et puis nous, dans les projets qu'on peut porter, on est aussi, voilà, on s'attache aussi à on parlait d'essayer de décentrer aussi, dézoomer le regard sur le patrimoine, et donc plutôt que de réaliser, par exemple, même si on le fait aussi, hein, mais une brochure avec des historiens, des fins connaisseurs du patrimoine, c'est des choses qu'on fait, mais on va aussi, par exemple, mener des projets de sensibilisation à l'architecture et au patrimoine en direct avec les habitants. Donc ça va être les habitants qui vont, dans le cadre de notre projet qui s'appelle Carte commune, qui vont explorer les différents quartiers de la ville, aller repérer ce qui fait patrimoine pour eux. Et parfois on se rend compte qu'on n'a pas forcément le patrimoine auquel on s'attend. Et par la suite, on retransmet toutes les petites représentations du patrimoine qu'ils ont pu produire à travers un atelier linogravure sur une grande carte. Et là, on a une carte, participative, sensible du patrimoine de nos villes, qui ne correspond pas forcément au patrimoine identifié, repéré par les acteurs du champ patrimonial classiquement. Donc oui, j'ai l'impression qu'on est quand même assez différents et c'est super exaltant pour moi de travailler ici et de pouvoir avoir aussi cette liberté dans les projets qu'on peut porter. Je pense que c'est pas la même chose ailleurs. Merci. Bon, je trouve intéressant qu'effectivement, il y ait des institutions qui viennent vous voir et qui vous sollicitent pour la démarche et se renseigner, etc. Je me demandais si, de façon similaire, et puis je pense que la question peut concerner l'ensemble des participants, participantes, si des habitants également, je pense au livre de Stéphane Beau, où en fait, l'ouvrage de la France des Belloumi est déclenché par une personne qui vient le voir à la fin en disant, voilà, l'histoire de ma famille pourrait être également faire l'objet d'une enquête sociologique. Et est-ce que ça a donné lieu à des sollicitations, que ce soit dans l'immeuble où vous étiez situé pour l'exposition temporaire ou en d'autres lieux? Et puis de façon un peu en miroir, est-ce que sur l'initiative de montage du dossier Capitale européenne de la culture ou sur des démarches d'identification, est-ce qu'il y a également des demandes qui s'expriment soit avec le mot patrimoine, soit qui s'expriment avec d'autres mots pour dire à la volonté soit de faire durer, soit que soit pris en compte des histoires singulières? Est-ce que vous le rencontrez dans vos démarches? Comme je vous ai dit, il y a 8 collèges. La candidature est organisée en 8 collèges, dont un collège des habitants. Et les habitants suivent pas à pas, j'ai envie de dire, depuis l'année dernière, les habitants suivent absolument toutes les nouvelles étapes ou les nouvelles propositions. Donc, ils sont bien au fait de ce qui se passe. Et après, bien sûr, certains d'entre eux sont désireux de raconter leur histoire. Mais c'est pas nouveau à Saint-Denis, ça s'est fait beaucoup, de faire de la collecte de données mémorielles. Donc c'est pas une chose nouvelle, mais il y en a bien sûr que ça intéresse au plus haut point. Par exemple, si on touche à un quartier particulier comme les Francs-Moisins, si on touche, voilà, on est directement là sollicité. Sur cette question, on n'a pas eu de demande individuelle de gens qui nous ont demandé de faire leur histoire. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que voilà, que les habitants des quartiers populaires n'ont pas forcément l'habitude de se mettre au centre du récit, de considérer que leur histoire est intéressante comme celle des grands hommes, avec des guillemets, là, voilà, j'espère qu'une initiative comme celle de la MULOP et toutes celles qu'on porte peuvent vraiment contribuer à ça. Mais cela dit, il y a par contre des gens qui sont venus nous voir avec leurs photos de famille et qui ont accepté des entretiens que nous, on collecte
on rassemble parce que l'idée du musée, c'est aussi justement que ça puisse être un lieu de collecte de ces histoires de vie des habitants des quartiers populaires. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'initiatives, enfin beaucoup je sais pas, mais il y a des initiatives, comme vous venez de le dire, et finalement qui sont assez disparates. Et c'est vrai que quand on s'intéresse notamment à l'histoire orale et aux archives orales, je trouve que les archives orales sur les habitants des quartiers populaires, au sens urbain finalement, c'est quelque chose de très sous-représenté. Et c'est très étonnant. Et certainement qu'il y a des choses à droite à gauche, mais dans la mesure où il n'y a pas de collectivisation et de catalogage, voilà. Donc c'est aussi quelque chose dont on aimerait que ça puisse faire partie de nos missions. Muriel a en partie répondu. C'est vrai que ce qui est frappant dans cette expérience de la vie HLM, c'est qu'à la fin, des habitants qui n'auraient pas naturellement parlé d'eux apportent des objets de leur quotidien et qui sont leur histoire et qu'ils partagent avec nous. Et c'est important pour un musée comme le nôtre, puisque c'est un musée qui doit avoir une collection. Et cette collection, elle est faite finalement de ce patrimoine du quotidien, de ces familles qui sont au cœur du projet. Et moi, je voulais aussi relater une expérience que j'avais trouvée passionnante, c'est 12 banlieues. 12 banlieues qui avait été réalisée par Frédéric Jacquet, qui était la conservatrice de l'exposition, si je ne me trompe pas, à Saint-Denis, et qui mettait aussi en lumière la richesse de la parole habitante. Et c'était tout à fait extraordinaire parce qu'on retrouvait toutes les formes d'exil des Bretons aux Espagnols de la petite Espagne qui est notre voisinage immédiat, des Algériens, et c'était tout à fait passionnant et donc au cœur de ce qui nous anime aujourd'hui. Je voulais compléter en disant que, alors, ça a été fait avant la candidature, mais c'est intégré dans la candidature. Claire Doutrillo, qui est une réalisatrice qui travaille à Arte, notamment elle s'occupe de l'émission Carambolage. Elle a passé des heures à filmer des habitants. Et c'était le même principe des personnes qui... Alors, elle leur a demandé, mais c'était le même principe, c'est des personnes qui viennent avec un objet et qui expliquent pourquoi ils ont choisi cet objet. Mais c'est une centaine d'entretiens, je pense. C'est très important. Merci infiniment. Il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, il y en a. Alors, je ne sais pas comment on fait pour les micros. Est-ce que... Vous en avez besoin, je suppose, oui. Merci, c'était passionnant. Je voudrais poser deux questions à monsieur. J'ai bien aimé quand vous parlez de mélange ancien-nouveau. En même temps, je voudrais être provocateur. Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer les équipements type Stade de France, piscine, etc. comme des monuments patrimoniaux, du patrimoine? Et encore plus provocateur, un peu à la chinoise, on détruit tout, et comme ils ont détruit les villes anciennes, ils vont recréer des villes anciennes. Et donc, est-ce que vous pourriez pas imaginer qu'on est toujours en construction, déconstruction, reconstruction? Bon, c'est un peu fort. Et pour vous, pour vous, c'est très intéressant. Comment faire comprendre? Comment pas faire comprendre? J'ai bien aimé, les gens ordinaires sont les acteurs du territoire et de l'histoire collective. Et le fait qu'ils amènent des objets, etc. Mais est-ce qu'ils se considèrent comme acteurs de l'histoire? Parce que quand on discute avec des ouvriers ou même dans vos familles, dans familles d'ouvriers ou d'immigrés, ils vous disent non mais moi je suis loin de tout ça. Ils nous laminent, tous ces gens-là, ils sont au-dessus de nous. Comment? Et toi tu viens leur dire que tu es acteur? Non. Bon. Et le musée peut servir à ça, mais comment faire? C'est vachement dur. Est-ce que vous connaissez aussi le musée de la mine, Loward?
dans le nord, près de Douai, enfin dans les Hauts-de-France maintenant, où les guides sont des ouvriers du... Bon, ben j'arrête. Oui, alors pour ce qui est effectivement de la dimension patrimoniale du Stade de France, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. On l'a très volontairement inscrit dans le PLU à ce titre. Voilà, c'est de l'architecture contemporaine remarquable, c'est labellisé, c'est voilà. Donc il est complètement possible d'intégrer du contemporain proche dans ce patrimoine. Par contre, effectivement, l'éradication, si c'est pour laisser place à du pastiche, du factice, pour ma part, je trouve qu'ils s'en construit déjà beaucoup, qu'il est souvent sans qualité aucune. Voire complètement décalé. Et donc, il me semble important, effectivement, de conserver au moins une partie des édifices symboliques. On est, par exemple, sur le territoire concerné par l'éradication quasi totale des 4000 logements de la Courneuve. Moi, je pense que c'est important, malgré tout, d'en conserver une trace pour avoir en tête l'échelle urbaine de ce projet et pas seulement la mémoire des habitants, mais aussi voilà ce que matériellement cet ensemble fut, avec ses côtés positifs également, puisqu'on a souvent retenu que le négatif. Sur les acteurs de l'histoire, monde populaire, acteurs de l'histoire. Alors, il est évident que au temps de l'âge d'or de la ville industrielle et des villes rouges, cet acteur de l'histoire, c'est un acteur collectif qui était contrôlé, encadré par une institution qui s'appelait le Parti communiste ou par une autre institution qui s'appelait l'Église. Et qui étaient l'une et l'autre rivales, mais qui savaient aussi, au cours de l'histoire, s'entendre sur des enjeux essentiels. Aujourd'hui, clairement, on pourrait imaginer que ces acteurs de l'histoire ayant subi ce choc de la désindustrialisation, de la relégation, eh bien, ils ont perdu leur identité collective. Et récemment, dans le cadre d'une ANR avec une collègue et amie, Marilène Baquet, pop art sur les jeunes des quartiers populaires, on s'est bien rendu compte qu'on parlait de jeunesse, mais que cette jeunesse, elle était peut-être plus engagée au temps où on l'entendait durant cet âge d'or de la ville rouge, mais elle trouvait d'autres formes d'engagement. Et le moteur de cet engagement, c'était la lutte contre la stigmatisation, qui était un formidable finalement levier de reconnaissance et de retournement du stigmate. Voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est un vrai sujet et je pense que ce projet de musée, il s'inscrit aussi dans, je dirais, dans cette nuance qu'on peut avoir de ces quartiers populaires où il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique, il n'y a que du désengagement et du repli sur soi et du chacun pour soi. Bon, merci. Andreas Kellner, ancien directeur du service patrimoine de la ville de Hambourg. D'abord, j'aimerais vous remercier pour cette table ronde non seulement intéressante, mais vraiment précieuse et inspirante. Et ouais, parfait, merci beaucoup. Moi, je me suis permis de préparer spontanément une toute petite contribution parce que, en arrivant ici, venant de Paris, par métro, je suis entré dans un monde parfait. Tout est neuf, tout est propre, mais apparemment sans histoire. Parce que c'était un peu incroyable pour moi. Donc, je me suis mis à explorer un peu les autours du campus. Et voilà quelques photos pour vous faire voir que je les ai trouvées, les traces du passé. Alors, Sacré-Cœur de la vue arrière. Et à la gauche, ce qu'on appelle la cathédrale des Rails. C'est vrai? Il y a une affiche là. Voilà. Voilà.
Vous voyez l'immeuble là au centre va être détruit, permis de démolir, déjà donné. Encore. De l'or. Encore. Je suis juste à quelques pas d'ici, tout ça. Et une phrase à la fin pour en réfléchir. Merci. Est-ce qu'on peut réagir à chaud? Alors en fait, merci. Il s'avère, et là c'est plus l'historien qui parle, c'est l'enfant de Saint-Denis dont les grands-parents étaient issus de la petite Espagne, juste ici, qui a été rasé, totalement rasé. Donc c'est pour ça, de façon un peu provocante, je disais on va reconstruire une cathédrale et une flèche, et on a laissé en fait passer tout cet héritage patrimonial et social être détruit. Donc je trouve que vos photographies en disent long sur finalement ces transformations brutales que ce territoire a subies. Et la tertiarisation, j'ai tendance à dire que c'est le second choc. Alors ça fait pas patrimoine la tertiarisation, ça crée des ruptures urbaines fondamentales avec on élève, regardez autour de nous, on élève des bâtiments voués au bureau à l'époque du télétravail. Enfin je veux dire, on ne laisse même plus d'espaces verts, d'espaces publics qui peuvent créer du lien comme on en avait connu avant. Et donc voilà, moi je suis interpellé par ce que vous nous dites sur comment après on arrive à faire de la réparation pour refaire du lien face à des quartiers qui sont sortis de terre en l'espace de 10-15 ans et qui sont très souvent complètement déshumanisés. Et là on voit ce qui est devenu la petite Espagne, c'est-à-dire plus rien. La petite maison autoconstruite de mes arrière-grands-parents, elle a été remplacée par un immeuble de bureau et tout le quartier espagnol avec. Ça nous interpelle, oui. Alors merci beaucoup aussi pour les photos. Alors ici ça a été un terrain de recherche pour une collègue, Marie Morel et moi, jusqu'à la livraison du campus Condorcet. On a enquêté sur les mécaniciens de rue. Alors selon les journées, 80, 100, 110, 115 mécaniciens travaillaient là, rue des Fillettes, rue du Landy. Et puis on a vu au fur et à mesure effectivement ces changements. Ça nous a beaucoup questionné. On est allé interroger au-delà des mécaniciens de rue avec qui on passait beaucoup de temps. Alors, on leur a demandé d'ailleurs si ils acceptaient qu'on ait une sorte de campagne photographique. On a sans doute été maladroit, donc parce que même si on échangeait beaucoup avec eux, finalement on n'a pas réussi à capter des traces au-delà de nos carnets de terrain. On n'a pas de photos, de vidéos qui témoignent de cette activité. Et puis on a également échangé avec les entreprises industrielles. Il y avait un transitaire qui envoyait des voitures à Anvers, qui maintenant se trouve à la Courneuve, dont le bail n'a pas été, le bail n'a pas été renouvelé, je crois. On a l'entretien, je l'ai pas réécouté récemment, mais on l'a fait partir également, ainsi que l'entreprise de peinture qui se trouve là. Il y a encore l'enseigne, mais il me semble qu'elle est fermée. Elle était ouverte jusqu'à récemment. Donc là aussi, on a interrogé un peu ces personnes. Ce qui se jouait pour nous, c'était effectivement au-delà de la transformation du quartier, la légitimité aussi de certaines activités dans le cadre effectivement de cette tertiarisation et d'un changement fort. On sait que là, je vois une dent creuse qui est au carrefour rue des Fillettes, rue du Landy, qui a été une maison dont les occupants sont longtemps restés et ont cherché à rester effectivement. Donc il y a des logiques de tertiarisation, de changement urbain. Et puis derrière, il y a des histoires dont on perd rapidement la trace. Vincent Véchambre était cité avant. Je crois que dans Traces et mémoire urbaine, il raconte bien ce qui ne laisse pas de traces dans ces histoires ou très peu. Donc voilà. Donc merci pour les photos qui effectivement montrent bien cet entre-deux. Et puis on est plus du côté de la deuxième partie sans doute ou de la suite. Merci. Merci. Je suis urbaniste à Ponce et donc je voulais poser des questions. J'ai entendu votre table ronde avec énormément d'intérêt. Je vois que vous parlez du patrimoine avec beaucoup de sensibilité. Donc, en parlant évidemment, je cite
de l'émotion, de narratif, de récit, de l'inclusion, de participation, de grandes démarches très inclusives. Et évidemment, en complément et peut-être même par opposition à la façon dont a été pensé pendant longtemps le patrimoine comme celui des grands monuments ou des grands hommes, évidemment que c'est extrêmement plus qu'intéressant, important. Et, cependant, si je reprends, donc j'ai une question, parce que autant ça c'est intéressant, autant si je reprends ce que dit Gilles Pinson, qui est un penseur de l'urbain universitaire, que peut-être certains d'entre vous connaissent, je reprends 3 grands points qui, pour lui, construisent le devenir des villes et de l'urbain. Et donc, je les prends exprès dans cet ordre. Il parle, de l'initiative citoyenne. Et on voit que depuis les années 80, 90 ou même, on va dire, les 15 dernières années, l'initiative citoyenne, elle a explosé. Et tout ce dont vous parlez, finalement, ça montre que Saint-Denis est un laboratoire de cette initiative citoyenne qui est, on va dire, très partie prenante du devenir du territoire. Donc c'est la première caractéristique qui fabrique le devenir d'un territoire. La deuxième, c'est la relation du politique à l'économique, de l'homme politique à, on va dire, l'homme économique, et finalement la relation entre ces deux milieux. Et si on regarde, on va dire, l'histoire des 10 dernières années de nos élus, de la façon dont ils se comportent à tous les niveaux, on comprend la prégnance donc de ce deuxième point. Et le troisième, c'est celui sur lequel je veux vous interroger, parce que je ne l'ai pas entendu dans ce que vous disiez et que ça me semble strictement nécessaire. C'est la façon dont les acteurs d'un territoire font projet, ensemble. Or, vous avez parlé du PLUI, qui est le lieu de l'accord collectif sur ce qui va faire règlement, un accord entre les élus, qui sont censés faire arbitrage entre un certain nombre de choses. Et donc, finalement, ces arbitrages pour construire ce que devient le territoire, ce que devient le patrimoine, pas seulement le patrimoine bâti, mais le patrimoine des vides. On voit dans tout ce qu'a montré Andreas que on ne considère pas comme patrimoine la forme du vide, les anciennes rues, la place. Or, c'est dans votre intervention, en tant qu'historien et en tant que citoyen, vous avez souligné le changement d'ambiance. Et c'est ça qui marque énormément les gens. Et du coup, comment dire, la façon dont les citoyens, avec ce politique et cet économique, et la façon dont ça peut faire projet collectif, parce que la pression foncière, elle est incroyable, parce que le conflit d'usage des sols, il est réel, parce que la façon dont on peut transformer les territoires, voilà, ça demande il y a beaucoup de questions. Et du coup, je me demande comment tout ce que vous soulignez fait partie ou pas, ou si c'est un monde à part. Et comment la réalité des projets à venir se construisent, dans quelle démarche, voilà, et comment. Pardon d'avoir été très longue. Je trouve la question extrêmement intéressante, parce que c'est vrai qu'on a parlé de tout un ensemble d'initiatives qui sont toutes extrêmement intéressantes, mais cette question de comment tout ceci fait sens globalement, de façon transversale, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, en tout cas, de l'aborder. Et cette question de la gouvernance patrimoniale, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il existe une gouvernance patrimoniale à travers ces initiatives? Voilà, je passe directement à mon voisin qui rigole justement. Oui, ça doit être le terme de gouvernance patrimoniale qui me fait légèrement
ricaner. Je crois qu'effectivement, elle manque. Bon, ça, on l'a déjà dit d'une certaine façon. Hein, il y a des contradictions avec lesquelles on se débrouille plus ou moins bien, avec effectivement des échecs plus ou moins patents. Hein, enfin voilà, vous les avez bien montrés pour le secteur qui est tout autour de nous. Qui a des explications aussi, effectivement, le point 2, par exemple, effectivement, la tertiarisation, bah, ça a été à un moment une solution de sortie, peut-être aussi une solution de facilité. Bon, c'est un fait. Par ailleurs, il y a malgré tout eu des identifications et des préservations dans ce même secteur. Hein. Il y a des choses qui sont protégées au titre du monument historique, des choses qui sont protégées au titre du plan local d'urbanisme, donc on n'est pas non plus dans une éradication totale de ce territoire, on est une espèce d'entre-deux qui effectivement n'est pas toujours satisfaisant, mais voilà, je pense qu'effectivement une gouvernance patrimoniale manque parmi les questions génériques qui avaient été envisagées pour cette table ronde. Il y avait la question de la métropole du Grand Paris. Bon, bah, peut-être que là, voilà, il y a une absence qu'on peut noter. Hein, les établissements publics territoriaux ont leur propre histoire et préoccupations. Définir les contours et les limites du patrimoine du Grand Paris, c'était un vrai enjeu. Et clairement, il a été loupé par la métropole. Donc, voilà, on peut faire ce constat. Merci pour vos remarques. Peut-être que moi je réponds juste sur le PLU, justement le PLUI, puisque vous posiez la question de voilà comment dans ce cadre-là les acteurs du territoire font aussi projet. Je pense que dans le cadre de l'élaboration du volet patrimonial du PLU de Plaine Commune, on a essayé de mettre en présence justement, de trouver une gouvernance réunissant à la fois le politique, les différents échelons s'intéressant aux questions de préservation du patrimoine, donc plutôt les spécialistes du patrimoine, et également plutôt les collègues du droit des sols, de l'urbanisme réglementaire, qui eux, à la fin, instruisent les permis de construire, donnent les autorisations, et qui parfois ont peu ou pas de conscience patrimoniale en tant que telle. Et on a mis tout le monde ensemble quand même pour élaborer ce document. Donc pour moi, c'est quand même un document qui fait projet de territoire, en tout cas son échelle globale, mais aussi sur la question du patrimoine. Et je me souviens de réunions assez tendues, houleuses même, effectivement, où on voyait des conflits assez forts apparaître sur des collègues de l'Urba qui avaient négocié en direct avec leur maire de disparition d'un certain nombre de sites patrimoniaux, pour des raisons de construction de nouveaux projets, de logements, et des collègues du patrimoine qui du coup se rendaient compte à ce moment-là que les bâtiments qui avaient été identifiés dans les projets de PLU auparavant avaient disparu. Donc c'est pas facile, effectivement, mais je pense que la solution, c'est aussi d'essayer de trouver ces moments-là, peut-être, de partage qui sont pas forcément très évidents. Et en tout cas, à l'échelle de Plaine Commune, je pense que le label Pays d'art et d'histoire, il a quand même permis de mettre en place ces lieux d'échange et de confrontation. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions ou des réponses à la question. Ah, pardon, Sébastien. Oui, pardon. Pour réagir à ce que dit Charlotte, parce que c'est vrai que nous, on est un peu on est une bonne illustration de ce que tu décris, dans le sens où assez rapidement, au moment même où on a commencé à monter l'exposition, donc on s'est installé
sur place dans la cité Émile Dubois quelques mois avant le début de l'exposition pour justement pour nouer des relations avec les habitants. Et assez vite, quelques personnes nous ont mis face au problème du manque de logement et du fait qu'on occupait des logements, alors on sait que beaucoup de gens sont soit mal logés, soit n'ont carrément pas de logement, et que nous, on occupait des logements dans un objectif culturel. Et voilà, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises, on va dire pas de façon récurrente ou omniprésente, mais même dans la perspective du musée, c'est une question. Voilà, à laquelle, à notre échelle, on a... Bon. Il y a une époque, je crois que ça n'existe plus, mais il y avait les mètres carrés sociaux, et je crois... Enfin, disons que ma réponse, elle est quand même que ce qu'on a apporté dans la vie de quartier, pour une partie des habitants, hein, je prétends pas du tout que tout le monde était enthousiasmé par l'exposition, mais c'était quand même le cas de pas mal de gens, apporte aussi quelque chose à la vie de quartier qui est assez essentiel en fait. Voilà. Moi, je voulais simplement réagir à l'évocation de Pinson et de sa trilogie. Le paradoxe, à mon avis, il est qu'en effet, on peut être dans des territoires où la densité citoyenne, l'interpellation citoyenne, elle est forte, et en même temps, on peut assister aux mêmes confiscations de la parole des habitants et même, je dirais, de l'expression démocratique dans le projet. Où le projet est aussi, il faut pas se leurrer, on disait qu'il fallait un peu de polémique, mais le projet, il est souvent conçu d'en haut. Et il n'y a pas vraiment toujours la volonté de le faire émerger autrement. Voilà, c'était une petite réaction à chaud, mais en tout cas, c'était aussi, je crois, on peut le dire, passionnant pour nous pouvoir dialoguer avec vous et y compris de nous mettre à certains moments de l'histoire en difficulté parce que nos projets, ils sont aussi travaillés par des contradictions qui sont celles de la ville dans laquelle on évolue aujourd'hui. Merci infiniment. Je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde qui sera suivie par une très belle marche urbaine. Avant de s'arrêter, j'aimerais vraiment remercier tous les intervenants pour cet échange qui me semble vraiment extrêmement riche. Je pense qu'on n'a absolument pas épuisé les sujets, mais à chaque fois on construit quelque chose, donc on va continuer à échanger. Et remercier beaucoup aussi les LABEX, parce que c'est vrai qu'on est sur le terrain de mécaniciens des rues, n'est-ce pas? Mais on est quand même sur un équipement. On n'a pas souvent dans notre vie universitaire l'occasion d'être dans un local aussi très bien équipé pour ce type de débat. Donc merci infiniment pour l'accompagnement, merci pour le soutien, merci pour ces conditions qui sont vraiment exemplaires. Merci beaucoup.